tous. La nouvelle saison de Warhammer va bientôt sortir, donc le 11 juin, un peu moins de 2 semaines. Et on a déjà eu quelques informations, notamment concernant les nouveaux systèmes de tactique de bataille. On va essayer de s'intéresser à ça maintenant pour voir comment ça peut orienter les constructions de listes. Globalement, je trouve que c'est un système qui est assez intéressant puisque on va avoir beaucoup plus de spécificité dans les listes. Ça, en tout cas, ma première impression, c'est que ça conditionne vachement la manière dont on construit une liste, alors qu'avant, on pouvait avoir en fait à peu près n'importe quelle liste, était capable de faire quasiment toutes les tactiques, et le pot commun était tellement grand que en fait, voilà, on faisait toutes les armées pouvaient faire attaquer sur deux fronts, toutes les armées pouvaient faire ne flanchez pas, donc il n'y avait pas forcément d'orientation euh, de liste par rapport aux tactiques de bataille en tout cas. Ce qui là est plus le cas, parce que déjà il faut choisir deux cartes. Donc pour ceux qui n'ont pas le système en tête, en fait il va y avoir 6 cartes. Sur chaque carte il y aura 3 tactiques de bataille qu'il va falloir exécuter dans un certain ordre, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire la deuxième tant qu'on n'aura pas fait la première, et on ne pourra pas faire la troisième tant qu'on n'aura pas fait la deuxième. Donc ce qui veut dire que ça vous oblige pas à en faire une par tour, puisque vous avez 5 tours pour en faire 3. Donc vous pouvez décaler, vous pouvez par exemple commencer la première T3 et faire les deux dernières T4, T5, c'est possible, mais l'adversaire saura du coup ce que vous allez faire. Donc en fait, plus vous êtes acculé dans le temps à les faire, plus votre adversaire peut se préparer. Ça, je sais pas si j'en parlais, mais enfin, j'ai l'impression aussi qu'il y aura plus de récompenses sur l'aspect contrôle, puisque en fait, même si par exemple vous empêchez, en fait, l'adversaire a 2 cartes, donc vous savez que à chaque fois, chaque tour, il a que 2 possibilités. Donc c'est plus facile de contrer 2 possibilités, parce que le nombre de degrés de liberté est plus faible que quand vous avez accès simultanément à 10 tactiques différentes. Néanmoins, et c'est pour ça que c'est bien qu'on ait 5 tours pour faire 3 tactiques, parce qu'en fait vous pouvez faire en parallèle vos 2 cartes. Donc en fait, vous pouvez faire 2 tactiques par tour, mais du coup, vous n'êtes pas obligé de faire une tactique de chaque carte à chaque tour. Enfin bref, c'est bien vu qu'on peut prédire vraiment ce que vous allez faire, que vous ne soyez pas obligé d'avancer d'un pion de votre carte à chaque fois, parce qu'en fait, votre adversaire il va facilement vous contrer votre numéro 1 par exemple, mais vous pourrez faire votre numéro 1 tour 2 ou tour 3 sans que ça vous empêche d'aller jusqu'à la fin. Donc ça c'est bien aussi. Euh, mais donc, je sais plus où j'en étais, mais donc grosso modo, au niveau, je vais présenter les différentes cartes qu'il y a. Donc on a euh, la première carte qui va nous demander de détruire un héros ennemi. Donc ça va demander par exemple du quality damage, soit des snipers, soit un héros assassin, comme par exemple, j'y reviendrai, un Vermilord ou des choses comme ça, qui vont permettre de tuer une cible très précise. Deuxième, il faut avoir plus d'unités amies dans la zone neutre que d'unités ennemies dans cette même zone. S'il n'y a pas de zone neutre, il faut à la place qu'il n'y ait pas d'ennemis en territoire allié. Troisième étape de cette carte, il faut qu'il y ait au moins 3 unités amies différentes, entièrement à 9 pouces d'un coin de la table différent, et un seul de ces coins doit être dans le territoire ami. Et pas plus d'une des unités qui fait la tactique doit avoir été set-up à ce tour-là. Donc là, ça demande, par exemple, et j'y reviendrai parce que je vais essayer de faire 3 listes différentes en utilisant donc évidemment 2 cartes à chaque fois, mais les 6 cartes au total, pour voir vraiment comment on peut avoir, déjà comment on peut faire des listes avec n'importe quelle carte. Je pense qu'elles peuvent tous être plus ou moins jouables, même s'il y en a qui sont a priori plus faciles que d'autres, notamment par rapport à la troisième étape qui peut parfois être extrêmement difficile. Mais bon, je pense qu'on peut se passer de 5 points hein, dans une partie, donc c'est pas grave si sur une de nos 2 cartes on a la troisième étape qui est très dure. Mais je pense qu'elles sont globalement toutes à peu près jouables. Et donc je vais montrer comment on peut avoir des styles de jeu vraiment différents en utilisant des cartes différentes. Donc au niveau de la deuxième, il faut euh, euh, donc il faut récupérer un objectif que l'adversaire avait. C'est une sorte de mini attaquer sur deux fronts, sauf que là il y a juste un objectif ennemi à récupérer. C'est assez simple à faire. Ensuite, il faut avoir tous les objectifs
du territoire adverse. Donc là, un peu plus compliqué, mais pas impossible non plus, parce que c'est des objectifs qui vont être loin, mais qui sont potentiellement pas très nombreux. Dans le territoire adverse, c'est peut-être qu'un seul ou deux objectifs, donc ça demande beaucoup de projection, mais ça demande pas forcément voilà, de contrôler tout le territoire. Si l'adversaire a déjà commencé à bien s'avancer dans le no man's land, dans la zone neutre, il n'a pas forcément encore énorme, il lui reste pas forcément beaucoup de ressources chez lui. Donc avec des unités comme des Stormfiend par exemple, qui vont se téléporter et charger dans le camp adverse, c'est quelque chose qui est faisable. Et la troisième, qui pour le coup est plus compliquée, mais qui est pas impossible non plus si on a un- une liste un peu suicide, c'est la dernière liste que je vais montrer, que j'appelais Suicide Squad d'ailleurs, c'est d'essayer d'avoir un tour vraiment de burst où on va essayer de récupérer tous les objectifs. Alors évidemment, si on a 6 c'est compliqué, mais si on a 3 ou 4 c'est plus facilement faisable et où on va en gros voilà, un peu susciter son armée pour faire très mal à un moment donné, récupérer tous les objets et mourir après. Mais si on a une armée qui a de la récursion, c'est pas forcément contradictoire avec le plan global de l'armée. Bon, je reconnais que c'est quand même une tactique qui est particulièrement dure, mais pas impossible non plus. Ensuite, la troisième carte, là on est vraiment dans de l'attrition pure et dure, enfin des dommages de qualité, parce qu'il faut tuer des choses, mais tuer des choses très précises. Et évidemment, l'adversaire va nous ennuyer au maximum en choisissant les unités qui vont porter les petits trésors, soit en prenant une unité extrêmement résistante, soit en prenant des petits trucs à la con qui se téléportent partout, notamment on pense, je sais plus quelle unité des Sylvanettes là qui se TP à chaque tour, ce genre de choses qui peut être un peu embêtant. Donc là on va par exemple avoir envie de mettre des unités de tir, comme par exemple des Jedi qui pourront plus se déplacer avec des gnolls pour suivre les unités à traquer, ou alors des unités, j'en parlais tout à l'heure, les unités assassins comme le Deceiver, Vermillor Deceiver, ce genre de choses qui peut permettre de faire cette tactique, de faire cette carte, pardon. Ensuite, on va avoir la quatrième carte. Donc là, il va falloir contrôler plus d'objectifs que l'adversaire. Donc là, avec des armées qui ont pas mal de contrôle, ça va être assez simple à faire, notamment T1, où il va suffire de récupérer un objectif du No Man's Land pour déverrouiller ça, donc assez simple. Ensuite, il va falloir être l'underdog, donc c'est intéressant quand même, un plan de jeu où vous êtes obligé d'être underdog à un moment donné. Donc là, ça va quand même beaucoup plus s'orienter sur des listes défensives qui vont accepter le fait d'être derrière au score et d'attendre. Et donc, évidemment, facile à contrer, parce que votre adversaire a juste à ne pas vous laisser underdog pour vous empêcher en fait d'avancer dans ce tableau-là. Et ensuite, en plus de ça, il faut avoir au moins une unité amie sur le champ de bataille et la moitié arrondie supérieure des unités qui ont frappé ce tour-ci. Ensuite, la troisième étape, c'est qu'il faut une unité amie différente dans chaque grand quart de table et avoir plus d'objectifs que votre adversaire et qu'il n'y ait pas d'ennemis qui contestent un objectif à soi. Ça commence à faire beaucoup de conditions, mais si on a par exemple empêché l'adversaire d'aller sur ses propres objectifs avec des unités de swarm, donc là en fait voilà, l'espèce de fil conducteur quand même sur tout ce tableau, c'est d'avoir des unités résistantes qui vont swarmer des objectifs pour empêcher l'adversaire de poser ses fesses dessus. Donc ça ne veut pas dire forcément l'avoir tué, mais si votre adversaire n'a pas réussi à mettre un doigt de pied sur l'objectif, bah, vous allez remplir la troisième condition. Donc on pense à des unités, voilà, des grosses unités de Stavras par exemple, vont pouvoir faire ce genre de tactique. La cinquième, pardon, qui est une de mes préférées, a priori, hein, on n'a pas encore commencé à jouer, mais elle a l'air vraiment euh, pas trop contraignante, celle-là. C'est le fait d'avoir au moins trois unités scouts. Donc les unités scouts, c'est obligatoirement soit des unités d'infanterie, soit des unités de cavalerie. Donc on va pas pouvoir le faire avec des unités de bêtes ou des choses comme voilà, des crocs de sabre, etc. Ça va pas être éligible, mais par exemple des Moanfang qui coûtent pas très cher, 180 pour deux cavaliers qui vont assez vite. C'est une unité qui paraît quand même assez séduisante pour faire tout ce tableau-là. Donc il faut en avoir trois en dehors de son territoire. Il faut qu'elles aient commencé aussi, parce que là c'est pas précisé, mais ici parce que c'est précisé dans les unités qui ont le droit d'être scout. Donc c'est infanterie ou cavalerie, il faut que ça soit entièrement dans son territoire au début de la partie. Donc ça peut pas être une unité en réserve. Ensuite, deuxième étape, il faut avoir au moins trois objectifs ou terrains euh, qui sont
contrôlés et contestés par au moins une unité scout et qui doivent être dans le territoire adverse. Et la dernière étape, il faut au moins une unité scout qui n'ait pas été set-up à ce tour, qui conteste un terrain qu'on contrôle dans le terrain ennemi et qui a plus de 6 pouces de l'unité amie. Donc là, on voit que quand même ce tableau-là, avec un petit MSU de cavalerie, c'est pas si compliqué à mettre en place. Surtout si on cherche à aller, on cherche des terrains plutôt que des objectifs, parce que donc l'adversaire va mettre peut-être ses ressources plus sur les objectifs que sur essayer de quadriller tous les terrains de son camp. Et donc là, avec des petites unités de cavalerie à 180 points, on va pouvoir aller les chercher. Ça ne demande pas de combattre ou de choses extravagantes comme raser toutes les unités adverses. Donc c'est, c'est un des tableaux qui me semble a priori le plus simple. Et enfin, la dernière carte, il faut au moins deux unités amies au centre, à 3 pouces du centre de table qui ne soient pas engagées. Donc ça, c'est le size de center qu'on connaît, classique, pas trop compliqué, T1. Ensuite, il faut faire deux retraites et deux charges, dont une des charges qui ne soit pas sur une des unités avec lesquelles on était engagé avant de faire la retraite, avec les deux unités qui sont donc des leurs. Là. Et ensuite, dernière étape, il faut qu'il y ait aucune unité ennemie dans le territoire allié ou dans le territoire neutre. Donc là, quand même, assez compliqué, parce qu'il y a des... Si on regarde un peu rapidement les battle plans, le territoire ami plus territoire neutre, bah, ça fait quand même une surface assez conséquente. Donc là, pour le coup, la troisième option est très très compliquée. Donc c'est pour ça que je disais, voilà, il y a certains plans de jeu où il va falloir accepter parfois de ne pas faire la troisième étape parce qu'il y a certaines troisième étapes de certaines cartes qui sont quand même très très dures et celle-là en fait partie. Donc là j'ai mis des petites étoiles de couleur, hein, c'est pour faire les duos de cartes que je vais utiliser pour faire des listes. Donc une liste avec les deux étoiles rouges, une liste avec les deux étoiles vertes et une liste avec les deux étoiles roses. Donc comme ça on va voir un peu toutes les... Je vais utiliser toutes les tactiques pour faire trois listes différentes. Donc la première idée que j'ai eue, en ogre, basé sur les cartes 1 et 5 qui vont utiliser un peu le même type de ressources, à savoir du MSU très mobile. Donc là, l'idée, c'est d'avoir beaucoup de mobilité pour sortir de ce territoire et aller dans le territoire adverse assez rapidement, et plein de petites unités à la fois pour multiplier le nombre de terrains adverses sur lesquels on va pouvoir se positionner, accepter le fait de perdre certaines unités de cavalerie, parce que si on en perd, au moins il nous en restera d'éligibles pour continuer à faire les tactiques dont tu as besoin, et aussi par rapport notamment au 1.2, le fait d'être plus nombreux dans la zone neutre va demander du coup beaucoup de MSU, mais là on peut rajouter en plus de deux unités scouts d'autres unités qui n'ont pas forcément besoin d'être scouts, comme par exemple les crocs de sabre qui pour 70 points, bah, ça va faire une unité de plus en zone neutre, ou même un Blood Belt Hunter qui sert aussi à d'autres tactiques, mais qui pour 130 points va faire une unité supplémentaire dans la zone neutre. Donc voilà, avec beaucoup de MSU, on va rapidement pouvoir faire à la fois la carte numéro 5 et le 1.2, donc le deuxième niveau de la carte 1, et aussi le troisième niveau de la carte 1 qui demande d'aller dans des coins de table. Donc là, par exemple, on va pouvoir faire un coin de table avec le lance-ferraille Gnoblar qui va rester dans notre camp. Donc au début, il va avancer pour mettre un tir, mettre en place son contrôle. Donc là, je parle du nouveau lance-ferraille qui m'a l'air assez exceptionnel, hein. Il fait quand même beaucoup plus de dégâts qu'avant et surtout, il a une capacité de contrôle impressionnante. Pour 150 points, on peut diviser par deux le mouvement adverse, et y compris sur des unités qui ont des très bonnes saves. Donc là, c'est intéressant. Et on a une chance sur 3 de leur mettre -1 des chars. Donc là, c'est vraiment très fort. Ça peut permettre de protéger, par exemple, nos unités de cavalerie qu'on a envoyées chez l'adversaire faire les tactiques, ou alors ralentir la progression adverse vers son chez-soi qui va rapidement se retrouver vide, vu qu'on cherche la projection. Donc le Strap Launcher, il peut avancer T1 pour tirer à 18 pouces et un peu ennuyeux, puis après le reste de la partie, il va reculer en tirant, en se rapprochant petit à petit d'un de nos coins de table à nous, pendant qu'on fait les coins de table adverses avec nos crocs de sabre ou nos Montfang qui ont survécu, par exemple. Pour pouvoir débloquer à un moment donné, donc il faut le faire euh, au moins
enfin T1, T2 ou T3 si on espère faire le tableau complet, mais à un moment donné, il va falloir quand même tuer un ennemi, un héros ennemi. Donc là, on va pouvoir par exemple utiliser nos mammouths, notamment le Frostlord, qui est un boulet de canon qui peut pulvériser quand même à peu près n'importe quoi. Donc surtout si avec les nouveaux items qui réduisent la ward autour de lui, etc. Donc il peut assez facilement tuer la plupart des héros du jeu. Surtout si on a tiré un peu dessus avant. Et c'est là aussi le lance-ferraille il peut être utile, hein. Il peut aussi aider à faire cette tactique en ralentissant un héros adverse et en lui mettant quelques petits dégâts. Et en lui disant, bah voilà, tu vas bouger moins vite. Donc au lieu de bouger de 10, tu bouges de 5. Donc ça va être plus dur pour toi de t'enfuir et de t'éloigner du Frostlord ou d'un des mammouths si on en joue 3 par exemple. Donc voilà, il faut un petit missile pour à un moment donné au moins débloquer ça. Donc voilà l'idée de la liste. Et donc ça donne quoi? Ça donne donc par exemple cette liste-là. Alors évidemment, il y a des points qui vont évoluer avec peut-être avec la nouvelle version, mais bon, dans l'idée, on peut faire quelque chose comme ça, à quelque chose près. Il y aura peut-être une unité de plus, une unité de moins, j'en sais rien, mais l'idée c'est d'avoir plein de petites unités. Donc là, j'ai mis 4 packs de 2 Moonfang, plus un pack de crocs de sabre et un chasseur. Donc ça fait quand même 3, 4, 5, 6 toutes petites unités qu'on peut projeter chez l'adversaire, plus 3 mammouths. Donc 9, plus après le lance-ferraille, on a quand même 10 unités, hein, c'est beaucoup, on n'a rien de renforcé. Et on a 3 mammouths qui peuvent sniper un héros à un moment donné dans la partie, et en particulier le Frostlord. Donc là, avec une liste comme ça me paraît assez simple d'évoluer sur le tableau 1 et 5. Et derrière ça, on a une liste quand même qui est assez solide, alors qui est moins débile que le full mammouth, mais voilà, c'est avec un full mammouth, on ne pourrait pas avancer sur ces tableaux-là, et peut-être même pas forcément sur d'autres. Donc là, on voit que vraiment ce nouveau système de tactique, à mon sens, demande plus de réflexion sur le list building. On ne peut pas uniquement se focaliser sur l'attrition, en tout cas si on espère faire du secondaire. Après, est-ce que va falloir faire l'impasse sur le secondaire pour faire des listes complètement débiles qui vont se focaliser sur l'attrition? Je sais pas, j'ai pas encore la réponse, mais a priori, si on a envie de jouer au jeu de manière complète et de faire du secondaire, voilà, ça demande, je pense, un peu plus de réflexion de liste. Parce que là, avec une liste classique, où on serait même pas posé la question des tactiques auparavant, parce qu'elles étaient faisables avec n'importe quelle liste, on se disait, bon bah, mais sachant que les tactiques sont faciles, que je ferais forcément un ne flanchez pas, ou un attaquer sur deux flancs dans la partie, ou faire deux flancs, etc., bah, je fais du full mammouth et je me pose pas de questions. Bah là, full mammouth, à mon avis, ça marche pas. Déjà parce que par exemple, sur ce tableau-là, on n'a aucun scout, mais même pour d'autres tableaux, ça me paraît difficile de faire du full mammouth. Donc voilà, première idée. Ensuite, deuxième idée avec les tableaux 4 et 6. Donc là où on va être beaucoup plus basé sur une liste défensive avec du contrôle, du swarm, empêcher l'adversaire de se poser sur nos objectifs, résister pour ensuite avoir une contre-attaque. Donc là, on peut se baser sur du Stabas qui va encaisser pour ensuite fuir dans un second temps avec une contre-attaque, par exemple de Squig ou de Fnatic. Et donc dans cette idée, donc là par exemple, euh, première carte, on va contrôler plus d'objectifs que l'adversaire. Bah là, on va envoyer nos gros swarms de Stabas quand ils sont pleins avec donc l'allégeance qui fait compter pour 40 avec un seul doigt de pied. Ça paraît pas très compliqué de récupérer au moins à un moment donné plus d'objectifs que l'adversaire. Puis ensuite, on va accepter de se faire un peu tabasser dessus pour être underdog et récupérer par la suite des objectifs avec donc on va fuir avec les Stabas puis revenir par exemple. Et et enfin, on va essayer, parce qu'après, il faut quand même buter des trucs, avoir la contre-attaque de Squiggout Fanatic. On peut aussi, au niveau du deuxième tableau, il va falloir par exemple faire deux retreats de charge à un moment donné. Ben, on peut se dire, je désengage mes stabas qui n'ont pas envie de toute façon de rester au corps à corps. Et puis en désengageant, je vais sortir des fanatiques qui eux vont charger. Donc même sans forcément ramener des squigs, si on a des fanatiques de cachet, plus un petit héros qui va foncer dans le tas, on peut assez facilement faire deux retraites de charge. Donc voilà un peu l'idée. Donc ça donnerait une liste comme ça, avec la nouvelle allégeance de Scourge of Jiran, où on peut compter pour chaque figurine qui est pas sur l'objectif de l'une-clan ajouter un. Donc voilà, on va avoir un pack de 40 clans avec deux Gugus sur un objectif, bah, les 40 vont compter. Des Sneak Nisslefleur
pour leur donner une ward et leur rajouter encore plus de résistance. Des loot boss pour pouvoir rip-hop des 6 figurines quand on est désengagé. Donc vu qu'on va beaucoup vouloir s'enfuir, voilà, bah, on va dire, bah, et qu'on a maintenant, hein, avec le nouveau lore, on peut s'enfuir même en face de héros. Donc on peut dire, bah, je fais mon sort, je m'enfuis en face de héros, puis on est toujours en face de héros, j'utilise la capacité de mon loot boss pour ramener des 6 figurines. C'est des mini combos comme ça qui peuvent être intéressantes. Ou alors je m'enfuis avec mes stabasses, puis je sors mes fanatiques qui eux ont le droit de charger. Donc voilà, il y a quand même un gameplay assez cohérent là-dedans. Deux contre-attaques de Boingrod qui restent derrière, ils sont pas là pour se projeter, hein, par rapport au tableau qu'on a vu. L'idée c'est vraiment de laisser l'autre nous rentrer dedans, puis après on va contre-attaquer. Donc voilà un peu le style de jeu ici. Donc beaucoup plus sur le swarm et la contre-attaque et la défense. Et enfin, dernier style de jeu, donc j'ai vraiment cherché à utiliser, hein, toutes les cartes, hein, donc les deux dernières cartes qui sont pas les plus simples, mais j'ai essayé quand même de réfléchir à un truc. On pourrait partir sur du suicide en Skaven, donc avec de la capacité de téléportation, que ce soit au travers des Stormfiends ou des Gnolls, pour aller chercher des objectifs, récupérer des objectifs adverses et récupérer aussi des objectifs dans le territoire ennemi, donc avec les Stormfiends notamment, ou le Vermilord, enfin des choses qui peuvent vraiment passer derrière les lignes ennemies. Avoir une phase extrêmement létale où on espère, une fois dans la partie, récupérer tous les objectifs, même si quitte à mourir après. Donc là, c'est envoyer des packs de Raogre sous stéroïdes avec des prières, etc. Dégommer une fois dans la partie, nettoyer tous les objectifs pour les récupérer. Et puis après, bah, on crève, mais c'est pas grave parce qu'on repop. Donc voilà, on peut imaginer avec une liste comme ça réussir la troisième. Bon, après, si on la réussit pas, c'est pas dramatique, hein, on peut essayer de jouer avec 5 points en moins. Et du dommage de qualité, donc avec des Jedi qui vont tirer et se téléporter, et le Deceiver pour essayer d'aller choper chaque trésor. Donc l'adversaire va nommer 3 unités qui dans la partie il va falloir les tuer. Donc voilà, une liste beaucoup plus agressive, beaucoup plus sur le dégât, notamment le dégât de qualité, l'agression et l'acceptation du fait de mourir. Donc voilà pour les 3 idées que j'ai eues avec l'ensemble des cartes. Donc après on va essayer de mettre en place ça quand le jeu sera servi. Alors oui, que je la montre quand même. Donc là du coup on a le nouveau Gressir sur Screaming Bell qui vaut 310 points, qui est assez intéressant parce qu'il peut servir de trou. Donc on a toujours un gnoll un peu de dispo pour pouvoir justement aller chez l'adversaire. Il heal à tous les fins de tour, tout le monde à 13 pouces, donc sur les Araogres c'est pas mal, notamment si on joue en Flashman Ménagerie où on va se mettre des BM pour essayer d'avoir des buffs. Des Implec Pack pour buffer des Raogres, des Jedi, Vermilord. Donc là vous voyez que par exemple on a très peu d'unités par rapport à la première liste. Donc là sur, sur ces deux tableaux, ce serait assez mauvais pour le coup. Donc c'est vraiment on voit vraiment qu'on peut pas jouer n'importe quel tableau avec n'importe quelle liste. Donc ça oriente vachement, je trouve. Et mais je vais pas m'étendre plus que ça parce que ça fait déjà 23 minutes. Mais après, voilà, il y aura toute une réflexion aussi dans la manière dont on peut empêcher l'adversaire de progresser dans son tableau, vu que tout est prévisible. Je pense qu'il y aura aussi une grande partie du gameplay qui pourra être axée sur le contrôle, peut-être plus qu'avant. Bon, après, peut-être que finalement, le jeu va se terminer en c'est compliqué de faire des tactiques et donc je défonce mon adversaire ou je me focalise sur le primaire. Je sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, si on veut réfléchir, il y aura vraiment des possibilités pour empêcher l'adversaire de progresser dans ces tableaux. Donc voilà pour première petite présentation des nouvelles tactiques de bataille.